Comme chaque semaine, je vous emmène découvrir les artisans qui font battre le cœur de l'Hexagone et les lieux qui font son prestige. Aujourd'hui, dans Version française, direction l'autre côté de l'Atlantique chez nos amis canadiens qui possèdent une collection aussi riche que variée au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Guidés par la méditation, les mains de Mathias Ben-Simon créent par petites touches d'étoiles profondes et lumineuses. Heider Ackermann exprime la sensualité et l'érotisme chers à Tom Ford en l'agrémentant de poésie et de douceur. Façonner le bois puis l'accessoiriser, c'est ce que fait avec passion et élégance l'artiste sculptrice Salomé Cousseau. Et juste avant de découvrir les œuvres de l'artiste fresquiste Mathias Ben-Simon, tout de suite notre rubrique Pépites. Avec leur design géométrique et leur esthétique futuriste, elles incarnent à elles seules une révolution stylistique. Ce sont les Go-Go Boots de Courrèges. Il faut remonter à une époque où l'espace et la modernité fascinent. Hiver 64, André Courrèges sort sa collection Space Age, avec des mannequins portant des bottes blanches futuristes et minimalistes. Montantes, plates ou légèrement talonnées à bout carré, elles sont réalisées en vinyle ou en cuir laqué, des matériaux nouveaux associés au progrès. Les Go-Go Boots incarnent dès lors une silhouette indissociable des années à venir. Car Courrèges ne se contente pas de créer une chaussure. Le couturier français, qui a fait ses armes chez Balenciaga, déploie tout un vestiaire au style vif et épuré. Veste aux lignes droites, mini-jupe et robe trapèze aux couleurs pop et acidulées accompagnent les bottes en vinyle. Il fallait bien une icône pour les rendre célèbres. Ce sera Nancy Sinatra. En mars 1966, son titre « These Boots Are Made for Walking » fait le tour des radios et met les Go-Go Boots sur le chemin d'un succès planétaire. Les versions sur l'origine de son nom diffèrent. Du français « agogo », de l'argot « go » signifiant être à la mode dans les années 60, ou encore des danseurs et danseuses du club parisien « Whisky à gogo ». Une chose est sûre, celui que l'on surnomme le Corbusier de la mode a su capturer l'esprit teinté de liberté d'une époque où la mode devenait un moyen d'émancipation et malgré une apparente légèreté, de contestation. Cabinet des curiosités, peintre québécois et français ou plongé dans l'univers de James Tissot, ça se passe à Montréal. Le Musée des Beaux-Arts de Montréal a été fondé en 1860, à l'époque où la plupart des grandes villes nord-américaines se dotaient de musées de ce type. C'est un musée de type encyclopédique, où sont réunies des œuvres significatives de toutes les cultures, de toutes les époques. Le Musée des Beaux-Arts de Montréal abrite en son sein près de 47 000 œuvres, parmi lesquelles se cache un cabinet des curiosités typique de l'aristocratie du XVIIe siècle. Nous avons un peu reproduit ce Wunderkammer, le cabinet des merveilles, le cabinet des curiosités de l'époque, en y mettant côte à côte des œuvres d'art et des objets naturels ou des objets de faïence, d'argenterie et de toutes sortes de provenances. Précurseurs des musées modernes, les cabinets des curiosités rassemblent des objets rares, étranges ou exotiques. Ils connaissent un essor important à l'époque des grandes explorations de la Compagnie des Indes, où une flore et une faune nouvelles sont rapportées aux yeux des riches Européens. Un tableau qui en témoigne bien, et ici, c'est cette nature morte aux coquillages et au corail de Jacques Linard. Jacques Linard, qui est un peintre français, dont on a répertorié à peine plus d'une trentaine d'œuvres au total. Mais c'est un peintre exceptionnel, un des grands peintres de nature morte de l'époque. Si les natures mortes sont très appréciées au XVIIe siècle, c'est par les connotations morales et intellectuelles qu'elles renferment. Dans cette œuvre datant de 1640, les coquillages aux intérieurs nacrés suggèrent le luxe et la sensualité. Le corail, en raison de sa ressemblance avec les vaisseaux sanguins, évoque le sang de la rédemption répandu par le Christ et son pouvoir protecteur contre les fléaux du monde. Ce qui est assez intéressant quand on regarde ça d'un point de vue maintenant éco-critique, c'est de constater que sur ces 15 coquillages, 2 espèces sont éteintes et 3 sont menacées d'extinction. Donc, on voit à l'œuvre, documentée dans un tableau du XVIIe siècle, la naissance d'un commerce des espèces exotiques qui aboutit à ce que l'on sait aujourd'hui. Le Musée des Beaux-Arts de Montréal abrite également en son sein l'un des plus grands chefs-d'œuvre du peintre du XIXe siècle, James Tissot. Derrière moi, une œuvre de James Tissot,
En fait, un artiste qu'on considère souvent comme étant britannique, parce qu'il a fait l'essentiel de son œuvre en Angleterre, mais il était français, il est né Jacques-Joseph Tissot à Nantes. Peu de temps après son arrivée à Londres en 1871, James Tissot rencontre Kathleen Newton, dont il tombe éperdument amoureux. Madame Newton a 22 ans et 2 enfants d'une liaison illégitime. Mais une ombre plane sur les jours heureux qu'ils partagent ensemble. Il y a quelque chose de tragique là-dedans et c'est déjà un peu pressenti dans cette œuvre. Elle développe la tuberculose et elle finit par mourir. Dans le tableau Octobre, Tissot fiche pour la postérité sa muse 4 années avant sa mort. Tout de noir vêtu en cette saison déclinante, sur un fond de feuilles de châtaignier, Kathleen Newton s'éloigne doucement et semble briller de ses derniers feux. Tissot est littéralement brisé par ce drame. Il va finir par retourner en France. Donc une œuvre très forte par tout ce qu'elle dit et par tout ce qu'elle annonce de la vie très particulière et de l'amitié très particulière entre le peintre et son modèle. Visiter le musée des Beaux-Arts de Montréal est l'occasion de se plonger dans l'atmosphère de l'époque des salons, ces célèbres foires parisiennes du XVIIIe siècle où les peintres et les sculpteurs présentaient leurs œuvres. Les salons montréalais, quant à eux, étaient l'occasion pour les artistes locaux de s'illustrer. Parmi eux, James Wilson Morris, un peintre de Montréal qui a longtemps étudié et travaillé en France. Ce tableau de James Wilson Morris, derrière moi, représente la vieille maison Houghton. C'est un tableau absolument magnifique qui capture l'essence de l'hiver montréalais. Cette maison, cette calèche qui passe, la neige, la brume. Mais c'est une œuvre d'une immense sensibilité. Et cette maison est détruite très peu après que le tableau date de 1908. La maison est détruite et à sa place est construit le pavillon du Musée des Beaux-Arts de Montréal de 1912. Donc c'est un tableau qui nous est doublement cher ici au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Que ce soit pour découvrir les peintres québécois ou la richesse des œuvres françaises à travers les époques, la visite du Musée des Beaux-Arts de Montréal offre à ses visiteurs un voyage fascinant à travers des siècles de peinture et de sculpture. Dans l'atelier de Mathias Ben-Simon, chaque coup de pinceau est aussi instinctif que réfléchi et surtout guidé par la lumière. Bonjour Mathias. Bonjour. Vous êtes artiste et vos fresques immersives plongent le spectateur dans une expérience immersive et sensorielle. Pour les réaliser, vous vous inspirez de la physique quantique, mais aussi de la nature qui vous entoure. Est-ce que la base de tout, c'est l'observation pour vous? La base de tout mon travail, c'est l'observation. À la fois l'observation de la nature, mais aussi des phénomènes sensibles, des phénomènes physiques. Je passe beaucoup de temps en fait à contempler les paysages, à contempler les lumières, à voyager pour trouver cette inspiration première. Quand vous étiez plus jeune, vous avez grandi au Vietnam et puis vous avez beaucoup voyagé avant d'intégrer les Beaux-Arts. Est-ce que ces années-là étaient marquantes pour vous? Oui, ces années étaient très formatrices pour moi. À la fois mon enfance au Vietnam où j'ai grandi, où j'étais vraiment immergé dans la culture vietnamienne, une culture qui est mélangée de bouddhisme et d'animisme. Et la nature là-bas, les forêts primaires m'ont beaucoup inspiré également. La méditation? La méditation également, c'est une pratique que je fais depuis 10 ans et qui me permet moi vraiment de toucher un peu cette essence de création, ce moment où je me pose et je laisse les choses survenir pour qu'elles puissent s'exprimer sur la toile. Vous méditez avant de peindre? Oui. Chaque fois? Je médite avant de peindre et tous les jours aussi comme une pratique quotidienne. Ce rituel méditatif est indissociable de la pratique du peintre Mathias Ben-Simon. Où qu'il soit, chaque nouvelle toile débute par ce moment pour lui permettre de se connecter à sa créativité, avec à ses côtés sa sœur et collaboratrice Juliette. Inspiré par un père peintre, Mathias a su très jeune qu'il voulait faire de la peinture son médium de prédilection, et c'est à travers des grands formats souvent monumentaux qu'il s'exprime. Animé par la lumière et la nature, il imagine ses œuvres grâce à la technique du glacis.
fait, c'est un travail de glacis, donc de superposition de couches très fines. Donc en fait, c'est l'accumulation des couches jour après jour, avec un temps d'attente à chaque fois entre les temps de séchage qui va composer le cœur et tout le corps de la toile. C'est un travail qui dure de 1 mois à plusieurs mois. Avec Juliette, il prépare les couleurs à l'huile grâce à des pigments colorés. Puis, selon le ressenti et les instructions de Mathias, ils appliquent la peinture dans un balai à 4 mains. Il faut que la peinture s'étale. Il ne faut pas qu'il y ait de matière résiduelle importante, comme ici. Oui, d'accord. Après avoir étudié à la Villa Arson de Nice, Juliette rejoint Mathias et l'accompagne depuis dans chacun de ses projets. Elle aussi, animée par la nature et la sensibilité aux mondes invisibles, ils peignent à 4 mains selon les directives de Mathias. Il n'est pas maître à 100% de ce qu'il produit, il est attentif à comme un souffle, comme à quelque chose qui se déploie. Cette disposition-là, il me la transmet et moi je vais l'accompagner, comprendre en fait le geste qu'il recherche, la vibration aussi, parce qu'il y a des manières de peindre. On peut peindre de manière très lente, et puis parfois de manière plus frénétique. Ça peut être aussi très très laborieux. Et surtout, il faut que je sois ouverte au fait que ça puisse changer de direction très vite, à tout moment. Ça demande une adaptation, une flexibilité. La lumière est au centre de votre œuvre et vous avez décidé de l'approcher au plus près. Vous avez voulu explorer la physique quantique. Qu'est-ce que vous avez découvert ? Exactement. J'ai voulu explorer la physique quantique parce que je m'intéressais particulièrement au mouvement de la lumière. Dans l'affinement petit, j'essayais de comprendre en fait comment les particules, les photons bougeaient dans l'espace, pourquoi ils se déplaçaient d'une certaine manière, est-ce qu'il y avait des formes, est-ce qu'il y avait des patterns, des formes géométriques qui se créaient quand on l'observait. Et je voulais savoir aussi comment elles pouvaient entrer en interaction avec la matière, comment elles fusionnaient, comment elles créaient aussi des formes et des mouvements. Et du coup, vous avez co-créé pratiquement une grande fresque de 21 mètres avec Maxime Jacquet, donc un physicien ou un scientifique. Oui. Comment ça s'est passé exactement ? J'ai rencontré Maxime à une exposition. Il est venu à une de mes expositions. Et tout de suite, quand j'ai entendu qu'il était chercheur en physique quantique, le lien s'est créé. Et donc, il m'a introduit dans son laboratoire. Il m'a montré ses outils, ses machines, la manière dont il projetait la lumière et il l'étudiait. Cette connexion a permis de moi m'inspirer. Il m'a permis aussi conceptuellement essayer de relier des domaines qui paraissent loin mais qui sont très proches. Si pour ses fresques et ses grandes toiles, Mathias utilise de la peinture à l'huile, il aime faire ses dessins préparatoires à l'aquarelle. C'est une technique que j'apprécie particulièrement car elle est aqueuse, donc il y a vraiment un rapport à la fluidité, à l'eau, au mouvement rapide. Il y a un rapport à des temps de séchage très courts. Donc il y a vraiment tout un jeu comme une danse. Dès que le geste est posé, il ne pourra plus être refait ou revenu en arrière. Donc il y a une forme d'instantanéité et aussi une forme de langage direct, spontané. Des gestes instinctifs et libres qui créent des lianes de couleurs qui s'entremêlent. En voyage, Mathias ne quitte jamais sa palette d'aquarelle. Et à l'atelier, lorsqu'il associe ses différentes esquisses, cela lui permet de se projeter sur une œuvre grand format. Souvent, je travaille comme ça, c'est-à-dire je peins une aquarelle, puis une deuxième vient, puis en fait la première influence la troisième, et la troisième influence la quatrième. Donc il y a une forme d'entre-influence aussi entre les différentes aquarelles et les œuvres qui naissent. Ça forme une forme de mandala, un ensemble comme ça organisé où il y a différentes voies qui sont prises, donc différentes possibilités, et chacune est reliée par un fil aux autres. C'est comme si on combinait toutes ces aquarelles, ça donnerait un tableau ensemble final. Mathias aime également mélanger les matières et afin d'apporter une luminosité presque divine à ses œuvres, il apporte des touches de nacre et de pastel pour exacerber un mouvement. Le pastel, pour moi, intervient vraiment à la fin du tableau.
comme les dernières touches, comme les petits points qui vont permettre de créer un rythme et de pouvoir montrer et capter l'attention sur des parties et créer des résonances entre les formes et les couleurs. Un mot sur les contrastes, on les voit derrière nous. Derrière vous, c'est sombre, derrière moi, c'est lumineux. Oui, ce contraste, pour moi, c'est quelque chose de très existentiel, cette tension qu'il y a dans la vie entre cette obscurité, ces espaces immenses où on chemine et on se perd, et cette lumière, cette inspiration directe, cette forme de plénitude. Et je travaille toujours en parallèle les deux, car c'est en travaillant les opposés, vraiment cette tension, que j'arrive à aller dans un monde puis aller dans l'autre. Depuis le début, Mathias, comment vous voyez l'évolution de votre art ? J'avance pas à pas, petit à petit. En fait, j'ai des sujets qui d'un coup me passionnent. Je rentre dedans et je sais pas... À fond. À fond, c'est ça. Et je sais pas quand je vais rentrer, quand je vais y sortir. Et petit à petit, tableau après tableau, fresque après fresque, je sens que j'avance dedans, qu'il y a des nouvelles choses qui viennent me nourrir et qui viennent compléter ce travail. Et donc, en fait, c'est très intuitif comme démarche. Mathias, pour finir, si vous étiez un paysage ? Si j'étais un paysage, aujourd'hui, je serais l'Amazonie. L'Amazonie, avec la forêt tropicale. Avec la forêt tropicale. Merci beaucoup. Merci. Drapé fluide aux couleurs pastel ou Working Girl, tout de cuir vêtu, plongé dans l'univers sulfureux de Tom Ford. Il a défini le glamour des années 90 à grand renfort de cuir, de satin et de coupes affûtées. Il s'agit bien sûr de Tom Ford, le roi du porno chic. Mais pour l'automne-hiver 2025, le créateur quitte le navire et confie les rênes de sa marque au Colombien Haider Ackermann. Pour son premier essai à la tête des collections femmes, celui-ci promet le retour en puissance d'une sensualité au premier degré. Tom Ford, c'est le pouvoir, l'argent, l'érotisme à son paroxysme. Entre 1994 et 2004, le créateur américain officie chez Gucci, où il développe une mode sulfureuse et sexuelle qui transpire le désir. Businessman aguerri, il monte par la suite un empire du parfum et conquiert Hollywood en tant que réalisateur. Haider Ackermann, lui, c'est le drapé sensuel, la couture sculpturale et la poésie de l'étrange. Une mode intellectuelle et charnelle qui flirte avec l'androgynie. Alors, quand les deux univers se rencontrent, le résultat est explosif. Leur point commun ? Une quête effrénée du désir et des vêtements qui respirent la transgression. Pour son premier défilé Tom Ford, Haider Ackermann invite le public dans un espace sombre où les silhouettes défilent devant une vitre embuée. La chaleur monte alors que les premiers looks donnent le ton. Du cuir, une bouche rouge et des cheveux plaqués à la Tilda Swinton, la muse de toujours du créateur. On reconnaît la poésie moderne d'Ackermann dans ses looks épurés et dans son traitement radical de la couleur. Ici, elle s'exprime en douceur, avec une palette de pastels. Là, un costume jaune tranche l'obscurité, avec une fluidité presque liquide. Mais il travaille aussi l'érotisme à la Tom Ford, avec des références plus littérales à sa période Gucci et au cœur des années 90. Une ère mythique où Tom Ford dessinait des robes hyper suggestives et un costume en velours rouge, depuis resté dans les annales. 30 ans plus tard, Haider Ackermann les revisite à sa façon et fusionne son art de la coupe avec l'esprit tailleur à la Tom Ford. Trench bien anglais, pantalon ajusté et décolleté plongeant. C'est là que se rejoignaient deux créateurs, dans leur regard moderne sur les attributs du pouvoir, où le costume devient une combinaison sensuelle et le smoking, une robe minimaliste, fendue sur toute sa longueur. La working girl Tom Ford porte le cuir de jour comme de nuit. Sur le podium, l'homme lui emboîte le pas. Il est riche, sensuel, en club comme à Wall Street, une dégaine redoutable à l'American Psycho.
Quelque part entre hommage et manifeste, ce premier défilé ouvre un nouveau chapitre pour la maison Tom Ford. Un trait d'union entre deux visions qui se rejoignent là où la mode est toujours la plus forte, au cœur même du désir. Entre ébénisterie et bijouterie, Salomé Cousseau habille ses objets de parures scintillantes. Il y a vraiment une notion d'ornementation que j'adore, d'accumulation, qui contraste toujours parfois avec les phases de sobriété, mais j'aime l'ornementation et l'aspect bijouterie apposé à la sculpture sur bois, c'est vraiment ma signature. Baignée dans l'univers du bois avec un père ébéniste, Salomé Cousseau s'est d'abord intéressée à la bijouterie en bois chic, puis elle s'est tournée petit à petit vers la sculpture avec l'envie de faire des bijoux pour la maison. Donc ça, c'est une grappe. Et donc je vais les trier une par une et elles vont toutes être mélangées pour créer des volumes qui pendent sur chaque grosseur de la sculpture. 1, 2, 3, 4 et quelques-unes sur le bas. Si elle s'inspire beaucoup de ce qu'elle découvre à travers ses voyages et des œuvres traditionnelles venant d'autres pays, c'est aussi dans les minéraux, les macrophotos de fleurs et le microscope qu'elle puise son inspiration. Moi, quand je vois quelque chose au microscope, ça me donne une idée de lévitation et de mouvement et de légèreté. Et j'ai envie de retranscrire ça avec le bois, qui est censé être un matériau lourd et massif. Et je veux le rendre onctueux, léger. Salomé a développé des techniques bien à elle, en dessinant directement sur le bois, pour ensuite donner un corps à la matière qu'elle prend soin de choisir, en fonction du rendu souhaité. Je peux travailler du bois exotique pour avoir des sculptures en grande dimension, qui n'ont pas de défaut. Les bois exotiques, c'est des arbres extraordinaires, donc très grands, très beaux, très lisses, très propres. Récemment, j'ai travaillé du résineux que j'ai flammé, donc ça brûle une fibre sur deux. La fibre tendre réagit plus tôt que la fibre dure et on obtient un effet zèbre. Elle réalise le plus gros du travail sur le bois dans son autre atelier dans l'ouest de la France, mais c'est à son domicile parisien qu'elle termine ses ouvrages avec un soin tout particulier au ponçage. Chaque pièce, je la ponce en 5 passages. C'est un petit peu un rapport de force parce que tout va être fait à la main. Il faut quand même insister et répéter le geste. Donc moi, je préfère travailler au sol. On a un système de gainage qui est vraiment mieux pour préserver tout le corps entier quand on est installé au sol. Toutes ces pièces sont ensuite cirées et lustrées pour protéger la matière avant de passer à l'étape de la bijouterie. Et comme pour le bois, chaque élément est soigneusement travaillé et réalisé à la main, selon ses inspirations. Ça, c'est une inspiration de mon voyage à Bali. Il y avait des fleurs partout par terre, partout où on arrivait, vu que la saison est toujours très fleurie. Donc j'ai décidé de faire une œuvre fleurie. Et donc tout est fait un par un, il n'y en a pas une pareille. Pour créer ces fleurs, elle découpe d'abord une forme dans une plaque de métal avant de la chauffer pour la ramollir et pouvoir la déformer. Donc là, on est sur un double tas, c'est très stable, on isole parce qu'on pense aux voisins. Et c'est un morceau de cuir tannage végétal que je change régulièrement quand il a perdu sa mollesse. Et donc là, on va venir donner un relief dans le métal. Ce que j'aime bien, moi, dans mon travail, là, comme ça, c'est que c'est pas calibré, c'est pas au millimètre près. Donc on fait comme on a envie, un peu comme on se sent dans la journée. Petit à petit, la fleur prend forme et le métal se tord en donnant le relief souhaité. Salomé ajoute par la suite un clou qui accueillera plus tard une perle. Et une fois la pièce prête, elle est envoyée pour être plaquée en or. Quand ça revient de plaquer or, c'est tout beau, tout brillant. Chaque pièce étant unique, Salomé peut décliner ses œuvres au gré des envies et intérieurs de chacun de ses clients, que ce soit pour des particuliers, des galeries ou bien encore des hôtels. Ce qui est chouette, c'est qu'en ayant une multitude de pierres, on peut faire des commandes sur mesure qui vont ou avec leur mobilier ou avec un tableau d'un artiste qu'ils adorent à la maison, ou parfois ils ont fait faire des buffets en pierre. Donc si on est sur un buffet en labradorite, on peut perler une pièce en labradorite. C'est hyper varié avec les pierres. Donc moi je fais au fil de mes envies, selon mes goûts, mais on peut décliner avec les clients.
Prenant du plaisir autant à façonner ses formes en bois qu'à les accessoiriser de pierres et de perles, Salomé se plaît à innover tout en étant toujours dans l'élégance. La version française est déjà terminée, mais on se retrouve très vite pour toujours plus de découvertes. Bye!